Merci, bonjour à toutes et à tous de votre présence. J'ai le plaisir de vous accueillir au centre de tri en excusant François Rebsamen que je représente aujourd'hui. Ce centre de tri qui a été mis en activité en 2007 est un centre de tri qui a toute son utilité en Côte d'Or, puisque non seulement ici est trié les déchets recyclables des habitants de la métropole, mais aussi de la quasi-totalité de la Côte d'Or. Donc évidemment, il a un intérêt pour nous tous. Et non seulement il a un intérêt en termes de tri, mais il a un intérêt également en matière d'insertion, puisque la métropole, depuis le début, est particulièrement vigilante à cet aspect, et un outil tel qu'un centre de tri est particulièrement bien adapté pour accueillir des gens qui doivent, du fait de leur parcours de vie, être insérés, donc reprendre le chemin, j'allais dire, de la pratique salariée, reprendre le chemin finalement d'une vie qui leur a peut-être échappé à un moment. Et je trouve qu'il est normal que la métropole, au travers des outils qu'elle met en place, participe à cela. Je ne vais pas plus loin, je propose que vous en parliez plus avant. Je parle un petit peu d'insertion. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis Patrick Chou, je suis directeur général de Groupe ID, qui est donc un groupe d'entreprises d'insertion et travail temporaire d'insertion dijonnais, et président d'ID 21, qui œuvre sur le centre de tri en partenariat avec Suez depuis 2005 et 2007 ici sur le centre de tri quand il a été construit. Effectivement, le partenariat avait déjà été initié auparavant. C'est 590 personnes depuis 2007 qui sont passées sur ce centre de tri, qui ont eu l'occasion finalement de renouer avec le travail. On est sur des publics qui relèvent de l'insertion, donc qui sont connus un parcours de vie un petit peu compliqué, qui bien souvent ont une perte de confiance, une difficulté de se remobiliser vers un parcours professionnel. Alors pour tout vous dire, l'emploi pour nous n'est pas la finalité, En fait, ce n'est que le support qui permet l'accès à l'autonomie, à la dignité, à l'émancipation personnelle et à la citoyenneté, je pense aussi. C'est des choses et des valeurs qu'on partage fortement avec la métropole et qui nous sont chères. On a lancé ces partenariats, alors la volonté politique forte de Dijon Métropole qui a permis d'intégrer une offre d'insertion conséquente sur le centre de tri, mais également une démarche volontariste de la part de Suez qui nous a permis vraiment de travailler en étroite collaboration pour laisser une vraie place à l'insertion de qualité, tout en faisant la démonstration. On l'a fait avec le temps, qu'en fait on avait hybridé un petit peu un modèle sur ce centre de tri, en apportant, au-delà de la plus-value environnementale, dont tu parleras mieux que moi, de la plus-value sociale à deux titres. Un centre de tri, c'est des postes de travail hyper exigeants, les centres de tri, puisqu'ils sont... vous avez les tapis qui avancent, il faut s'adapter au rythme, anticiper, beaucoup de gestuels, du travail en équipe. Donc c'est un excellent vecteur pédagogique pour réapprendre, se remettre en mouvement, se remettre en condition physique, pour développer des compétences de travail en équipe, de solidarité, donc aussi ces compétences transversales, et puis après évidemment tout ce qui a trait à la prévention, à la sécurité au travail. Mais ça pourrait être des conditions de travail compliquées si on y reste longtemps. Quand on est exposé pendant longtemps à l'activité sur un centre de tri, pour un agent valoriste, au bout d'un moment, on peut avoir des problèmes d'épaule, on peut avoir des problèmes de santé qui surviennent. Le fait de le dédier à une activité d'insertion, finalement, ça nous permet de bénéficier de la valeur ajoutée en termes de développement de compétences et de reprise de confiance, de l'exigence du poste, sans avoir de la problématique potentiel médical, ou en tout cas en l'éliminant, puisque nos salariés font un parcours de 13 mois en moyenne sur centre de tri, et finalement cette durée d'exposition à cette exigence est insuffisante pour développer quelconque problématique médicale, et au contraire d'ailleurs ça concourt plutôt à la remise en forme. Donc ça c'est vraiment un des éléments qu'on a pu constater ici et expérimenter. Après, l'outil, je viens d'en donner les intérêts en termes de dynamique collective, de solidarité. Nous, l'objet d'insertion par l'économique chez ID, ça va permettre aux personnes d'occuper un vrai emploi,
avec un vrai salaire, de constater, que c'est bien leur travail qui construit leur rémunération, et quelque part, ils apportent de la valeur à la société, à l'entreprise, qu'eux-mêmes donc sont porteurs de valeur. Et tout ça nourrit leur prise de confiance qui permet derrière de se projeter sur un parcours de vie, une nouvelle trajectoire. Donc c'est 590 personnes, c'est 690 000 heures d'insertion, enfin c'est colossal, hein. On est l'année dernière à près de 58 000 heures d'insertion sur ce centre de tri. Donc c'est un outil qui nous permet de toucher énormément de personnes sur la métropole, sur des parcours structurants. Et dans un partenariat, alors, pour tout vous dire, hein, on travaille sur d'autres centres de tri, y compris avec d'autres acteurs du déchet ailleurs. On n'a pas la même collaboration, la même implication des équipes de Suez sur l'objet même social du centre de tri. Et je pense qu'on a fait la démonstration d'efficacité économique, environnementale et efficacité sociale ici, tant et si bien qu'aujourd'hui on est en train de dupliquer, alors c'est pas depuis hier, hein, on l'a déjà fait dans le Haut-Doubs, mais on est en train de le faire sur Saint-Étienne, ce modèle de partenariat qui reste une innovation sur les autres territoires où on va. Donc en plus, il y a une exemplarité dans ce qui a été porté, construit par la volonté Dijon Métropole et de Suez ici, qui fait école en fait progressivement au sein des centres de tri pour en faire des outils d'insertion avec une assise assez large en termes de nombre d'emplois. Voilà, donc on est particulièrement content, fier d'y participer, et puis humblement on remercie évidemment la métropole et Suez de concourir à ce qu'on puisse accompagner vers l'emploi des femmes et des hommes tous les ans grâce à cet outil particulièrement intéressant. Merci. Merci Patrick, je crois que tu as tout dit et très bien dit. J'avais juste un truc que je n'ai pas dit, on peut continuer à faire aussi de l'innovation. Alors l'avenir nous dira comment ça se passe, mais on souhaite en profiter de cet outil de travail pour intégrer également de l'action de formation en situation de travail, donc pour pouvoir valider auprès de nos salariés aussi bien les compétences professionnelles qu'ils ont développées que les compétences comportementales, pour pouvoir les valoriser lorsque derrière ils basculent sur de la recherche d'emploi. Alors la recherche, ils trouvent d'ailleurs l'emploi, voilà, pour faciliter encore le passage à l'emploi qu'on va dire ordinaire. C'est juste le dernier petit point. Franck m'avait dit, tu parles de la feste, donc c'est important aussi, c'est vrai, parce qu'il faut continuer à avancer. Il y a plein de sujets sur lesquels, effectivement, même si on a 10 ans et qu'on considère que le modèle est bien établi, il y a encore pas mal de choses qu'on a en fait et qu'il faut qu'on développe dans les années à venir. Pour me présenter, Guillaume Sylvestre, donc je suis le directeur de l'activité tri mécanique sur les territoires Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté chez Suez. Et je m'occupe effectivement, avec Gérald Buchet, le chef de centre, de l'exploitation de ce centre de tri. Centre de tri qui, effectivement, dont on a l'exploitation, la métropole nous a confié l'exploitation depuis sa création maintenant. Il y a eu quelques contrats successifs. On est aujourd'hui là sur un site qui emploie une cinquantaine de personnes. Et effectivement, on œuvre tous les jours de façon triviale, entre guillemets, à récupérer la palette sélective, effectivement, de 80%, 90% du territoire, pour la trier et en faire des matières premières, secondaires. Alors effectivement, une fois qu'on dit ça, en réfléchissant et en tirant la jauge, moi je retiens finalement 2 chiffres. C'est qu'on a sur cette installation quand même trié 300 000 tonnes de déchets, et ça c'est un chiffre quand même qui est assez parlant. Et puis Patrick l'a dit, il y a 590 personnes qui sont passées en parcours d'insertion, et c'est un autre chiffre qui est assez significatif. Et finalement, ces 2 chiffres résument peut-être ce pourquoi on se lève le matin. Alors souvent on se lève pour résoudre des problèmes, mais finalement on a un chiffre qui traduit quand même tout ce qui est économie circulaire. Ces tonnes, il y a bien des reportages qui cherchent à semer le trouble, mais les tonnes qu'on reçoit, on les trie, on produit une dizaine de matières différents types de papier, différents types de plastique, différents types de métaux, et c'est bien des matières qui partent vers des usines de recyclage, pour la plupart locales, du Grand Est, et qui servent à refaire des produits d'emballage, des journaux, etc. Donc c'est pas un vain mot que de dire qu'il y a 300 000 tonnes dont on a évité
l'élimination et le traitement. Et puis effectivement sur la partie emploi, alors c'est quand même l'objet principal. La métropole nous confie l'exploitation de ce centre de tri pour cet usage. Ah bon? et effectivement, je trouve que, alors parce que le centre de tri s'y prête bien, Patrick Chou l'a bien rappelé, on a une cabine de tri dans laquelle on doit faire un contrôle qualité qui emploie pas mal de main-d'œuvre. Il y a un environnement, un espace pour aider en tout cas un outil qui est adapté à l'insertion par l'activité économique. Et effectivement, en mettant en œuvre ce partenariat, eh ben, on développe un deuxième volet dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, l'économie sociale, solidaire, et qui n'est pas notre fonds de commerce initial, mais qui finalement le devient, vient compléter une première vocation, et ça fait un ensemble que je trouve assez cohérent et finalement dont on peut être tous assez fiers, parce que les résultats sont récents, je trouve. On transforme ça en rame de métro ou en nombre de emplois, mais c'est pardon, on a fait encore le métro. Voilà. Donc effectivement, très fier au nom de toutes les équipes d'œuvrer à ça pour le compte de la métropole. Et puis effectivement, un métier qui évolue. On a des évolutions de mode de consommation auxquelles il faut qu'on s'adapte. On a des crises Covid qui passent par là, de l'absentéisme, une accélération finalement d'évolution de la consommation qu'on avait pu constater au préalable. Et du coup, pour nous, la nécessité de s'adapter, que ce soit au niveau technique, au niveau de nos organisations de travail, pour faire en sorte que les tonnes arrivent tous les jours, et qu'elles soient traitées dans de bonnes conditions et qu'elles satisfassent les repreneurs et les usines de recyclage qui, elles aussi, évoluent dans leur mode de consommation. Donc ça passe par de l'adaptation, de l'innovation et qu'elle soit sociale, technique. Et donc on a, je trouve, quand on tient la jauge, encore une fois, fait beaucoup de choses et encore beaucoup d'idées finalement pour continuer à mettre en valeur notre activité et essayer, dans la mesure du possible, de continuer à trier correctement les collectes sélectives du département. Voilà. Du coup, tu parlais de Shafik. Ah oui, pardon, oui. Shafik, si vous voulez bien me rejoindre. Effectivement, en termes d'exemple d'insertion, vous asseoir si vous êtes immersible. on a Prendre la parole, c'est plus avec vous, Shafik Damouni, qui, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé en 2016. Voilà. Donc chez ID21 en 2016, et puis vous êtes rentré chez nous il y a 2 ans. Ouais, en 2019. Donc un parcours d'insertion, comme l'a dit Patrick, qui a duré 2 ans. Et puis après, alors effectivement, nous, les équipes Suez, on est une quinzaine de personnes, et donc l'ensemble des salariés qui sont issus du dispositif d'insertion ne rentrent pas forcément tous chez Suez. Mais effectivement, en fonction des besoins et des profils, on peut être amené à travailler avec idée pour embaucher les salariés. Shafik est rentré chez nous comme conducteur d'engin. Avec idée, effectivement, il y a eu un dispositif d'accompagnement parce que ce n'était pas sa mission initiale, comme des fois on peut recruter quelqu'un dont le CV et les formations sont déjà associés à cette profession. Aujourd'hui, Shafik est un très bon élément de l'équipe et je trouve que c'est une fierté finalement de pouvoir, on ne fait pas que parler d'insertion et de confier la prestation de tri en cabine à aider. Quand on en a l'opportunité, on est content d'avoir en plus des personnes de confiance et efficaces sur le terrain qui puissent nous rejoindre. Un petit mot sur votre expérience, le passage chez ID21 et la bascule chez Suez. Je suis dans mon chapitre, j'ai 40 ans, je suis conducteur d'engin chez Suez, centre de très dirigeant. Et mon parcours pour l'histoire ID21, c'est en insertion, et un contrat de 2 ans. Et j'ai commencé avec chef Sandrine qui m'a formé par
la sécurité, je remercierai beaucoup de m'avoir montré par la sécurité pour comment il nous suit sur les chefs de police, sur les médicaments, et nous montrer comment on triait, machin. Et franchement, j'aime bien le travail. Et après, de trieur à conducteur d'engin, du coup, chaque fille. Oui, et après, à la fin de contrat, à la fin de mon parcours, ils ont proposé un conducteur d'engin. Bien sûr, j'ai accepté tout de suite parce que j'aime bien travailler ici. Donc, j'ai commencé le 7 juin 2019. Le premier jour, ça a été avec M. Chef Gérald. C'est Gérald. Gérald, qui m'a montré beaucoup de trucs par rapport à la sécurité. Parce qu'avant, moi, j'ai jamais conduit l'engin, j'étais répéteur. Il m'a encouragé beaucoup. Et après, il y avait les collègues qui me suivent pour prendre le volant, machin, la sécurité et tout. Voilà. Merci Chafik d'avoir accepté d'être un des 590 visage des 590 autres représentants. On peut vous poser quelques questions? Oui. Moi j'aimerais, concernant, vous parliez de chiffres tout à l'heure, puis justement des émissions qu'on voyait entendre en l'occurrence cette semaine là. Dans les déchets qui arrivent ici, il y en a combien qui repartent alors en bon, en enfouissage? Zéro. 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 En enfouissement, zéro. En enfouissement. Enfouissement zéro, ça n'existe pas. On n'enfouit pas ici. Il n'y a rien qui arrive ici qui ne serait pas à sa place. C'est-à-dire que quand c'est rentré dans les corps. C'est pas la même chose. En enfouissement, ici, on a en fait un processus d'élimination qui est l'usine d'incinération. On n'enfouit pas de déchets. Il y a 20 ans de ça, il y avait un peu d'enfouissement, mais aujourd'hui, donc tout va à l'usine d'incinération. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des refus de tri. Donc, tout ce qui ne peut pas être mis en balle et repartir vers des industriels qui les traitent et les réutilisent. Donc il y a effectivement cette fraction qui provient généralement du fait qu'un certain nombre de citoyens, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication autour du geste de tri, pour que les citoyens mettent bien dans la poubelle à couvercle jaune les objets qui doivent y aller. Cela dit, c'est une difficulté, mais en termes de recyclage des produits, ce qui est plus problématique, c'est quand les gens mettent dans la poubelle qui va à l'incinération des produits qui pourraient être recyclés. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a une difficulté. Hein. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont jamais visité le centre de tri, vous aurez l'occasion, si vous souhaitez, les élus avaient été conviés. Clairement, on voit bien dans ce qui arrive qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont rien à faire là. Je pense à des choses très basiques, du genre des objets recyclés dans un sac. On sait très bien qu'on est en vrac. Malheureusement, même si c'est des objets recyclés à l'intérieur, ils sont détournés vers l'incinération. Mais ça suppose de la communication de manière habituelle et soutenue depuis des années. On n'est ni excellent, on pourrait être meilleur en termes d'erreurs de tri, mais on n'est pas les pires, loin de là. Et viendra dans un an, d'ici un an, une grosse année, on va dire, la capacité sur les centres de tri, et celui-ci y compris, de traiter tous les plastiques, y compris donc on aura à nouveau de la communication de manière très intensive pour expliquer aux gens l'évolution, de telle manière à recycler le plus possible. Et peut-être, y a-t-il d'autres questions? En fait, comment se fait-il que dans le communiqué, il est précisé que beaucoup de centres de tri disparaissent. Ouais. Donc, ça il y a des raisons. Il y a plusieurs raisons. En réalité, la première raison, c'est aussi ce sur quoi je viens de faire allusion, c'est-à-dire
l'extension plastique, puisqu'elle s'appelle comme ça, hein, l'extension vers des plastiques de nature différente à ceux qu'on accueille habituellement. Et évidemment, il y a beaucoup de centres de tri de petite taille qui n'ont pas la capacité économique de se mettre aux normes. Hein, donc c'est un des premiers freins. Il y a un deuxième élément, c'est que l'État a fait le choix de réduire le nombre de centres de tri en France. Il y a quelques années, ils étaient environ 250, on devrait atterrir vers 150. Donc ça veut dire qu'il est programmé la fermeture d'une centaine de centres de tri. Et d'autre part, il y a aussi une plus grande technicité dans les centres de tri. Et donc les petits centres de tri, pour les faire grossir, c'est pas évident, il faut construire des bâtiments, etc. Donc les collectivités ou les entreprises qui portent ces centres de tri n'ont pas forcément la capacité de faire les choses. Vous parlez. Donc c'est ce qui explique que ce centre de tri récupère 90% des déchets du département. Alors, en fait, il reste très peu en fait, historiquement, il n'y a que 2 centres de tri sur la Côte d'Or, un à Beaune ici, et le gros centre de tri de Côte d'Or est ici, hein, c'est à 25 000 tonnes. Et donc, la logique, en quelque sorte, déjà ancienne, c'est d'être en proximité par rapport au territoire qui nous entoure. En fait, c'est pas d'aller chercher des tonnages à 150 km. Et on a d'ailleurs un dialogue avec les communautés qui nous entourent. Hein, je crois qu'elles sont nommées hein, dans le communiqué. Hein, donc il y a une entente territoriale. Et donc il y a un souhait de la part des différentes communautés de communes, hein, puisqu'il s'agit de communautés de communes, voire de syndicats. Hein, je pense au Haute-Côte d'Or ou celui de la plaine dijonnaise. Donc ces structures, en fait, viennent être déjà ici, pour leur grande majorité. Hein, donc c'est la proximité qui gère le tout. Hein, transporter des tonnages sur des longues distances, c'est quand même pas l'idéal. Par exemple, comme j'étais à Châtillon hier. Châtillon, il y a ici. Oui, ça fait quand même 100. Mais il n'y a rien de plus proche pour eux. D'accord. C'est pour ça que je dis la proximité, elle est relative. Hein. Effectivement, Châtillon, ici, ça doit faire dans les 85 km, si je me souviens bien. Donc, ils n'ont malheureusement pas de centre de tri à proximité plus proche que celui de Dijon. Bon, d'un autre côté, voilà, c'est aussi une logique de venir sur son département. Ça devient ça, 100 centres de tri, 150, ça, globalement, à part quelques agglomérations très denses, c'est un centre de tri par département. Vous parlez de 100 centres qui vont fermer sans structure. Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir récupérer tout ce que eux avaient à ce jour comme contenu, comme contenant? Parce que c'est énorme. Alors, au plan national, oui. Mais pour l'illustrer ici, on va passer de 25 000 tonnes à 35 000 tonnes. Et vous avez la capacité de le faire? Alors, on aura la capacité de le faire. D'accord. C'est l'objectif de la rénovation complète du centre de tri. D'accord, merci. C'est l'objectif aussi, parce qu'avant, tous ces centres de tri travaillaient des fois jusque le matin, peu mécanisés, donc avec énormément de main-d'œuvre, et du coup avec des capacités de production pour aller plus loin dans les résines. M. Masson en parlait, créer de plus en plus de matières avec des petits objets. On arrivait aussi à l'exercice, je pense, du système, et donc il y a un besoin d'investissement. Ça n'empêche pas effectivement de continuer à trier avec des opérateurs de contrôle qualité plus que de tri pur. Et effectivement, ça nécessite de regrouper, de faire des investissements un peu plus conséquents, et du coup d'optimiser aussi en faisant des centres de tri qui ne travaillent pas que le matin, mais qui travaillent la journée. Une réalité économique du coût du tri pour l'habitant, hein, de toute façon, à un moment qui nécessite un peu, quand on est sur des gros investissements comme ça, de massifier un minimum. Ces travaux d'extension et ces investissements sont prévus pour quand? Alors, ça va commencer bientôt, je ne peux pas vous en parler beaucoup, puisqu'on n'a pas encore les marchés, etc. Donc, mais c'est pour 2023. Donc, la réglementation change au 1er janvier 2023, donc, en ce qui concerne les centres de tri, donc l'extension. Et nous, on sera prêts dans les 6-8 mois à peu près suivants. Est-ce qu'il y a des structures sur la région qui vont fermer, des petites structures dont vous savez
déjà à l'avance la fermeture ou pas encore? Personne n'a aujourd'hui indiqué qu'il fermait, donc je ne peux pas répondre à la question, il faudra leur poser la question directement, mais là, je n'ai pas la réponse. D'accord. En tous les cas, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Mais en fait, les investissements, ils sont faits par Suez? Non, ils sont faits par la métropole. Ici, Ah, vous êtes sur un site qui a été construit, payé par la métropole, qui est confié en exploitation à Suez, et le projet dont on pourra vous parler dans quelques semaines, dans quelques mois, sera également porté financièrement par la métropole. Et un des objectifs de l'entente avec les autres territoires, c'est d'amener un prix pour le contribuable qui soit réparti sur un bassin de vie suffisamment important pour une durée suffisamment longue, de telle manière à ce qu'on n'arrive pas à des prix qui soient délirants. Il faut savoir que le coût des déchets ne cesse de monter, pas seulement, je devrais dire, du fait des investissements nécessaires, rendus nécessaires par la réglementation, mais du fait, globalement, je parle bien pas seulement du tri, je parle du prix payé globalement, mais aussi du fait des taxes qui ont énormément augmenté, puisque c'était évoqué les centres d'enfouissement technique, donc les charges. La TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, est passée d'une vingtaine d'euros, à peu moins 18 je crois, à 65 euros la tonne. Donc on comprend que c'est tout de suite, sur l'incinération c'est moins pire, si je peux vous passer l'expression, c'est moins élevé, mais oui, il y a un sujet autour de ça. Le coût des déchets ne cesse de monter, ce qui nous incite à avoir des systèmes qui soient les plus efficaces possibles, parce que moins onéreux, avec le plus de collectivités qui sont accueillies. Il faut se rappeler que la métropole est, du fait du système tel qu'il est aujourd'hui, du fait que c'est de l'investissement public. Alors, je ne dis pas que le privé ne fait pas des investissements aussi qui sont intéressants, on ne va pas le fâcher avec Suez, mais du fait des choix qu'on a effectués, on a un taux de taxe qui est un des plus bas de France. Donc aujourd'hui, on est sur des montants payés par les usagers qui sont très faibles. Alors c'est toujours trop, c'est bien, quand on paye la note, c'est toujours trop. Mais je ne citerai pas les collectivités autour de nous où les coûts sont largement supérieurs. J'ai mal compris, la taxe, oui, c'est la taxe que paye l'habitant, dont les déchets sont, ça peut être la métropole ou ça peut être à Châtillon par exemple. Ces gens-là doivent payer une taxe. C'est ça, c'est cette taxe. Non, la TGAP, en fait, vous ne la voyez pas sur votre note. La TGAP, elle est payée par, en l'occurrence, la collectivité. Elle est intégrée dans le prix. Et donc, quand vous recevez votre facture, entre guillemets, qui est votre feuille d'impôt, en fait, c'est réparti, vous n'avez qu'un seul chiffre. Mais ça, évidemment, ça influe sur le montant. Jusqu'à présent, on ne l'a pas répercuté. Peut-être une chose en face. On est de plus en plus efficient, donc on essaie de maintenir le montant, ce qui est normal. Mais bon, ça touchera sa limite un jour, je pense. Ouais, Guillaume Sylvestre, vous évoquiez tout à l'heure le fait que un des intérêts quand les personnes en insertion ici, c'était la nécessité de s'adapter sans cesse. Vous évoquiez le sujet de l'adaptation. C'était par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire les nouveaux plastiques et les choses comme ça. Vous pouvez détailler un petit peu plus ce que vous entendiez par... c'est pas forcément que lié à l'insertion, c'est que la composition de la poubelle d'une manière générale évolue. Nos modes de consommation en tant que citoyens, ils changent. On ne lit plus la presse. Les sachets à usage unique, moins. Ouais. Ou en tout cas, si on lit la presse, elle est peut-être davantage numérique que papier. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui des plastiques, typiquement des plastiques biosourcés ou des nouvelles résines qui arrivent sur le marché. Vous avez la bouteille de lait qui a été historiquement en PEHD, donc un plastique blanc un peu opaque, mais comment on dit, non brillant. Et si vous regardez dans le supermarché, maintenant, il y a des bouteilles de lait qui sont d'un plastique bien brillant. C'est deux matières plastiques complètement différentes. La deuxième, on ne l'avait jamais vue dans notre collecte sélective, elle est apparue il y a quelques années.
elle a remonté de façon importante. Les recycleurs, ne la connaissant pas, n'ayant pas ces gisements-là, n'en voulaient pas. Et on se retrouve du coup à devoir gérer effectivement ce gisement qui évolue et à devoir s'adapter entre ce qui arrive et ce qui arrive tous les jours et ce que veulent les repreneurs. Aujourd'hui, ce flux il a été mieux appréhendé par les usines de recyclage et ce problème de question s'est un peu atténué. Les filières se sont adaptées. Mais effectivement, on est toujours à devoir, la crise du Covid, il y a les masques qui sont arrivés en grande quantité. On sait tous effectivement le stress au moment au début que ça a pu générer, et puis qu'est-ce qu'on fait de ces masques, est-ce qu'on peut les recycler, etc. Donc il faut s'habituer à tout ça. Moins de papier, c'est des réglages différents des machines, parce qu'une machine qui est habituée à traiter 50% de matière fibrose quand ça rentre, quand on la met à 30-35, c'est plus les mêmes cadences, les mêmes réglages, etc. Donc, il faut s'adapter. Oui, puis des variations, après on a aussi des variations de tonnage en fonction des périodes, des saisonnalités, du Covid, qui font qu'il faut qu'on adapte aussi les organisations humaines pour pouvoir trier ce qui arrive, sans être trop nombreux non plus. Tout ça nécessite des fois un peu de gymnastique. Mais c'est le propre de n'importe quelle entreprise. Oui. J'avais encore une question, mais pour Patrick cette fois, sur les 590 salariés de chez vous qui sont passés ici, vous avez des données sur ce qu'ils sont devenus ensuite? Alors, les données sur ce qu'ils sont devenus ensuite, individuellement, je ne peux pas vous le dire. Non, mais pour ceux qui ont trouvé un emploi... Ce qu'on sait, parce que c'est quelque chose qu'on suit avec l'État, parce qu'on a une convention d'objectifs et de moyens sur l'accompagnement vers l'emploi de ces publics, c'est qu'on est aux alentours de en moyenne de 70% de salariés qui sortent sur l'emploi, qui rentrent en formation qualifiante en sortant de chez nous. Donc, du centre de tri, sans doute, on est dans les mêmes proportions. Après, quelques-uns seulement sont embauchés directement par Suez, mais 6, 7 60 en 2021. 60 en 2021, 60%. En sortie dynamique sur 2021. Ah oui, d'accord, oui, pas embauché Suez. Ah, 60 embauchés sur le centre de tri ici. 60% de sortie dynamique en 2021 sur le centre de tri. D'accord. Sachant que 2021, il ne vous a pas échappé que la situation économique a été un petit peu compliquée et que pour que nos salariés trouvent une solution d'emploi tout de suite à la sortie, il faut qu'il y ait un peu d'embauche. Là, effectivement, on devrait avoir, en termes de sortie, des taux 2022 plutôt intéressants. Alors, la moyenne pour l'insertion par l'activité économique, la moyenne nationale, c'est 45% de sortie dynamique. Chez IDE, on est à 68% sur les années normales, 64% l'an dernier, au niveau global. Donc, il y a un petit peu ces éléments-là. Et notre volonté de travailler sur l'action de formation en situation de travail, c'est justement de pouvoir valoriser encore mieux les compétences acquises pour que les personnes qui sortent de chez nous soient y compris capables de verbaliser ce qu'elles savent faire et comment elles l'ont appris devant un employeur pour faciliter leur accès à l'emploi. Et des anciens de chez IDE recrutés par Suez ici, il y en a combien? Des anciens salariés de chez IDE par Suez. Peu, en fait très peu. On a très peu de turnover en fait dans nos équipes, donc on n'a pas la possibilité de proposer, et certains postes purement maintenance, très techniques en fait, nécessitent là pour le coup des acquis qui sont importants en fait. Donc typiquement un conducteur d'engin chez nous c'est l'opportunité. Donc là on a eu l'opportunité, c'était un départ en retraite, et c'est la raison pour laquelle on a proposé à Chafik de se former à ce poste. Et puis en fait il était déjà dans les viseurs, on l'avait repéré comme étant un bon élément, et en échangeant avec ID 21 on savait que si on avait une opportunité c'est vers M. Dominique qu'on irait, parce que là il était vraiment dans les critères qu'on attendait. Alors après, si sur le centre de tri, c'est peu, c'est en fonction de l'emploi qu'il y a. Je sais que si on regardait, alors j'ai pas les éléments, mais avec le groupe Suez, notamment sur la collecte, on a beaucoup plus de sorties emploi avec des gens qui sont embauchés chez Suez sur les métiers de la collecte, par exemple. Donc le partenariat ne s'arrête pas au centre de tri, effectivement, entre ID et Suez, il va un petit peu au-delà, puisque
qui va sur la collecte. Et aujourd'hui, enfin depuis cette année, y compris sur les métiers de l'eau, on est en train de changer les compteurs d'eau sur la métropole. Si vous n'avez plus de questions, oui, bon, simplement pour vous dire que, bien entendu, le futur centre de tri permettra, comme celui actuel, d'accueillir évidemment des gens en insertion, puisque vous l'avez compris, il faut que ça soit pensé en même temps que l'équipement est mis en place. Donc c'était simplement pour réitérer effectivement ce souhait de continuer ce partenariat qui, vous l'avez vu, apporte beaucoup de choses à tout le monde. Et je trouve que c'est du rôle d'une collectivité que de permettre à une partie de la population qui est en difficulté de l'aider autant qu'elle peut. Donc, on est dans notre rôle complètement, les centres de tri, et je l'ai bien compris, parfaitement adapté à ce type d'entrée en activité, compte tenu des contraintes que ça génère. C'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile, mais c'est valorisant aussi derrière en termes de sortie, parce que nos salariés démontrent leur motivation et leur volonté à travailler. C'est assez évident pour tout le monde. Et donc c'est facilitant derrière pour l'accès à l'emploi, pour faire sauter un certain nombre d'a priori que pourrait avoir le monde économique lié à des publics issus d'insertion. On voit d'ailleurs que, on l'a vu pendant la crise, nos salariés globalement formaient la deuxième ligne, ont continué à bosser pendant l'intégralité des confinements. Merci pour ça aussi. Et ont démontré un professionnalisme, une exemplarité qui pourrait en interroger l'autre. Je crois. J'ai vu ce qui se passait ailleurs. Donc, écoutez, merci encore de l'effort que fait chacun sur ce sujet. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Oui, mais c'est vrai, on peut quand même faire une petite photo dehors. Dehors, devant, je sais pas, ça symbolise la...